va t'enregistrer pour le vol, a-t-il dit avec un sourire. Je vais juste aux toilettes 1 minute. Alors que je me dirigeais vers le comptoir d'enregistrement, un agent de sécurité de l'aéroport m'a soudainement arrêté. Madame, veuillez me suivre, a-t-il dit doucement. Il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. Je m'appelle Mallory, j'ai 32 ans. Jusqu'à cette seconde précise, je pensais vivre un mariage paisible et aimant. Nous étions mariés depuis 5 ans. 5 ans lourdement assombris par le poids émotionnel épuisant de l'infertilité. À chaque traitement raté, mon mari jouait toujours le rôle du partenaire soutien parfait. Il avait même insisté pour me conduire à l'aéroport ce matin-là pour mon voyage d'affaires de 2 jours, portant mes bagages et me rassurant. Je pensais qu'il était mon roc. Je ne réalisais pas qu'il était en réalité l'architecte de ma ruine. J'ai suivi l'agent loin du terminal bondé. Je pensais qu'il s'agissait d'un contrôle aléatoire ou d'une simple erreur de bagage. Je n'avais aucune idée que derrière les portes closes d'une salle de surveillance, j'allais regarder mon mari exécuter un plan méticuleux pour me piéger. Il voulait que je sois enfermé dans un centre de détention afin de pouvoir m'effacer tranquillement de notre vie financière sans interférence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de rester avec moi. Je veux savoir ce que vous auriez fait à ma place. L'auriez-vous affronté là, au milieu de l'aéroport? Ou seriez-vous resté silencieux pour lui tendre un piège encore plus grand? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo ce soir. Nous avons tellement d'autres histoires de drames familiaux et de vengeance à partager avec vous. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Continuons à parcourir ces histoires. L'agent de sécurité a fait signe à un collègue de prendre sa place. Puis m'a fait signe de le suivre dans la salle de surveillance interne. Nous avons traversé un couloir étroit, loin des comptoirs d'enregistrement animés. La lourde porte métallique s'est refermée dans un déclic, coupant immédiatement le bruit du terminal. La petite pièce contenait un mur de moniteur projetant une lueur grise sur le sol. L'agent s'est tourné vers moi. Il a pointé du doigt le badge argenté sur sa poitrine indiquant Harvey. Il ne m'a pas posé de questions sur ma destination ou mon vol. Il a simplement déclaré qu'il avait observé un homme se comportant de manière très suspecte près d'eux. Mes bagages. Il ne savait pas que cet homme était mon mari. Il savait seulement ce que les caméras de surveillance avaient capturé. Harvey s'est assis au bureau de contrôle et a tapé sur un clavier. Un grand écran au centre s'est allumé. Il a rembobiné la séquence jusqu'à un horodatage d'il y a 10 minutes. J'ai regardé l'écran. Trevor se tenait juste derrière moi pendant que je vérifiais le panneau des départs. Harvey a mis la vidéo en pause. Il a pointé les mains de Trevor. Trevor a étendu le bras, semblant lisser un pli de mon manteau. À la même seconde exacte, son autre main s'est dirigée vers mon sac à main ouvert. Harvey a joué le clip à demi-vitesse. Les doigts de Trevor tenaient un petit paquet sans marque, étroitement emballé. Il l'a déposé directement dans la poche latérale de mon sac. Il a ensuite refermé la fermeture éclair du sac et a reculé, la posture totalement détendue. J'ai fixé l'image figée. Mon esprit a immédiatement rejeté ce qu'il voyait. J'ai ouvert la bouche pour le défendre. Je voulais dire à Harvey que Trevor me rendait simplement un paquet de chewing-gum ou peut-être un adaptateur de voyage que j'avais oublié. Les mots ne sont pas venus. La précision chirurgicale du mouvement de Trevor a balayé mes excuses. C'était un geste pratiqué et délibéré. L'air dans la salle de surveillance est soudainement devenu raréfié. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai agrippé le bord du bureau métallique pour me stabiliser. Une prise de conscience glaciale m'a submergé. L'homme avec qui j'avais vécu pendant 5 ans venait de déposer des substances illicites sur moi dans un aéroport fédéral. Harvey n'a pas demandé d'explication. Il a appuyé sur un autre bouton. J'ai suivi son mouvement après qu'il a quitté votre côté, a dit Harvey. L'écran s'est divisé en 4 angles différents. Trevor s'est éloigné de la zone d'enregistrement. Il a complètement ignoré les toilettes. Il s'est frayé un chemin à travers la foule et s'est engagé dans un couloir isolé près des
Ascenseur du parking. Harvey a agrandi cet angle de caméra spécifique. Une femme attendait dans l'ombre du couloir. Elle portait une robe rouge foncé. Trevor s'est approché d'elle sans hésitation. Il l'a saisie par la taille. Il l'a attirée contre lui et ils se sont embrassés. Ce n'était pas un bref salut. C'était le baiser de deux personnes qui avaient fait cela de nombreuses fois auparavant. J'ai arrêté de respirer. La femme l'a repoussé en jouant pour réajuster son rouge à lèvres. Elle a tourné son visage vers l'objectif de la caméra. La lueur grise du moniteur a parfaitement éclairé ses traits. C'était Nona, ma sœur biologique. La personne qui s'asseyait à ma table à manger tous les dimanches. Harvey a bougé sur sa chaise. Il s'est raclé la gorge, reconnaissant clairement le changement dans mon expression. Il a compris qu'il venait de découvrir quelque chose de bien plus compliqué qu'une simple menace. Pour la sécurité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mon cerveau a rapidement traité une cascade d'événements passés, éliminant tous les mensonges. Je me suis souvenu du dîner de la fête de l'Action de grâce l'année dernière. Nona était arrivée en retard, prétextant des ennuis de voiture. Trevor avait disparu dans le garage pour aller chercher plus de vin. Je me suis souvenu de la façon dont Trevor défendait constamment Nona chaque fois que je me plaignais de ses habitudes financières imprudentes. Je me suis souvenu des nuits où il restait debout tard dans son bureau à la maison, prétendant qu'il examinait mes factures médicales pour la clinique de fertilité. Nona l'appelait pendant ces heures exactes pour lui demander des conseils en investissement. Ils avaient utilisé mes problèmes de santé comme couverture. Ils avaient utilisé mon épuisement comme bouclier. Trevor ne m'a pas seulement trompé. Il s'est associé à ma sœur pour orchestrer mon arrestation. Il voulait que les autorités m'enferment. Il voulait que la police trouve ce paquet, me passe les menottes au poignet et me traîne hors du terminal. La trahison se divisait en deux morceaux distincts. D'un côté, mon mari qui essayait de m'envoyer dans un centre de détention. De l'autre, ma propre chair et mon propre sang qui attendaient dans l'ombre pour prendre ma place. Un silence calculateur a remplacé le choc. Le moniteur était toujours en pause sur le visage de Nona lorsque j'ai ramassé le combiné pour appeler Grant. Grant était agent fédéral et coordonnait le groupe d'intervention de la sécurité de l'aéroport. Nous nous connaissions depuis l'université, et j'avais une confiance aveugle en son jugement. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Je lui ai donné ma position et un bref résumé de la situation. Il m'a ordonné de ne pas bouger. Moins de 3 minutes plus tard, 3 coups fermes ont résonné dans la petite pièce. Harvey a ouvert la porte. Grant est entré, vêtu d'un costume sombre avec son badge d'agent accroché à sa ceinture. Il a immédiatement dirigé son attention vers la vidéo de surveillance en pause. Harvey a repassé les séquences. Grant a observé les mouvements de main de Trevor et la rencontre ultérieure avec Nona. Dans un silence complet, Grant s'est détourné de l'écran et s'est approché de mon sac à main sur le bureau en métal. Il a enfilé des gants en latex tirés de sa poche. Il a prudemment ouvert la fermeture éclair du compartiment latéral, à l'aide d'une pince à épiler. Il a extrait le petit paquet étroitement emballé que Trevor y avait déposé. Grant l'a placé sur un plateau en acier. Il a sorti de sa veste un kit de test portable. Il a percé l'emballage plastique, a extrait un minuscule échantillon de la substance blanche et l'a déposé dans une fiole chimique. Il a secoué la fiole 2 fois. Le liquide transparent à l'intérieur est instantanément devenu d'un violet foncé et agressif. Grant a levé les yeux de la fiole, son expression s'endurcissant. Il a posé la fiole. Ce n'est pas une farce, a déclaré Grant, sa voix descendant d'un ton. C'est un stupéfiant illégal très concentré de catégorie 1. J'ai expiré brusquement, en reculant du bureau. J'ai réalisé la profondeur terrifiante du plan de Trevor. Il ne voulait pas seulement causer un léger retard. Déposer des drogues dures à l'intérieur d'un aéroport international déclenchait immédiatement des accusations fédérales de trafic. Il voulait que les autorités me refusent la libération sous caution. Il avait besoin que je sois enfermé dans un centre de détention du comté pendant plusieurs
Semaine, complètement isolé et incapable de contacter un avocat. Il lui fallait une énorme fenêtre de temps pour finaliser son vol financier et exécuter les transferts de propriété sans mon interférence. J'ai tendu la main vers mon sac. Poussé par une envie soudaine de foncer dans le terminal pour affronter mon mari. Grant a levé la main, m'arrêtant physiquement. Si tu sors là-bas en ce moment et que tu lui cries dessus, il niera tout, a dit Grant. Il prétendra qu'un inconnu t'a bousculé. Tu vas ruiner le seul avantage que nous avons. Grant a proposé une contre-stratégie. Comme les stupéfiants étaient réels, la loi exigeait une arrestation officielle. Cependant, parce que Grant possédait la preuve vidéo du piège, il pouvait immédiatement me classer comme victime et témoin coopératif. Il exécuterait une arrestation publique pour donner à Trevor exactement ce qu'il voulait. Le système m'afficherait comme détenu sans caution en attente d'une enquête. Mais au lieu d'une cellule de prison, Grant me transporterait directement dans une planque fédérale. J'ai accepté sans hésiter. Grant a fait un signe de tête à Harvey, qui est sorti pour dégager le passage. Grant a posé des menottes en acier sur le bureau. Il a attaché les bracelets métalliques autour de mes poignets. L'acier froid s'est verrouillé contre ma peau dans un déclic sec. 2 agents en uniforme sont entrés dans la pièce pour m'encadrer. Nous sommes sortis du bureau de surveillance pour entrer dans le hall principal du terminal. Je n'ai pas eu à forcer ma réaction. L'adrénaline et la réalité terrifiante des stupéfiants m'ont submergé. Des larmes coulaient sur mon visage. Ma respiration est devenue saccadée. J'ai trébuché vers l'avant, encadré par les policiers, projetant une panique sincère. Une voix a traversé le bruit de la foule. Mallory. Trevor a couru à travers le sol poli. Il a bousculé un groupe de touristes, son visage affichant un masque d'horreur fabriqué. « Que faites-vous à ma femme ? Enlevez vos mains d'elle, a-t-il crié à Grant. Grant a bloqué le passage de Trevor, brandissant son badge. Récitant le protocole standard pour une arrestation liée aux stupéfiants. Trevor s'est disputé agressivement, réclamant un avocat. Jouant à la perfection le rôle du mari dévoué. Alors qu'un agent me poussait vers les portes de sortie, j'ai regardé par-dessus mon épaule. Trevor a cessé de se disputer. Il s'est tenu parfaitement immobile au milieu de la foule. Ses épaules se sont abaissées. Les coins de sa bouche ont tressailli, se fixant dans une expression subtile et incontestable de soulagement profond. Il a regardé les portes automatiques se refermer. La porte de la maison de sécurité s'est refermée, coupant le hurlement des sirènes de police plus loin dans la rue. Grant a verrouillé le lourd pen dormant en acier. A vérifié les stores des fenêtres et a fait un geste vers le salon dépouillé. Il m'a expliqué les paramètres stricts de mon isolement temporaire. Il a confirmé que l'histoire du centre de détention était fermement établie dans la base de données fédérale. Quiconque vérifierait le système me verrait comme détenu sans caution. Grant est parti peu après pour déposer les rapports nécessaires. J'ai passé la nuit assise sur un canapé rigide, à fixer les murs nus, en écoutant le doux ronronnement du réfrigérateur. Le sommeil n'est jamais venu. J'ai cartographié mentalement chaque compte financier que nous partagions, me préparant à l'inévitable. À 8 heures précises le lendemain matin, un coup sec et rythmé a brisé le silence. Grant a déverrouillé la porte pour laisser entrer une femme portant une épaisse mallette en cuir. Elle portait un costume gris sur mesure et affichait une attitude extrêmement concentrée. « Je suis Béatrice », a-t-elle dit en posant sa mallette sur la table à manger en verre. Grant m'a briefé sur les paramètres de sécurité. « Je suis votre conseillère juridique. Je suis ici pour démanteler sa stratégie. » Béatrice n'a offert aucune sympathie inutile. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais. Elle a simplement ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs épais bloc-notes juridiques. Béatrice a disposé ses notes en rangées précises. Elle a expliqué qu'elle surveillait activement les dépôts du tribunal du comté depuis que Grant avait lancé le protocole de détention hier après-midi. Je m'attendais à ce que Trevor saisisse l'occasion immédiate de mon arrestation pour demander une séparation d'urgence.
Béatrice a secoué la tête en tapotant son stylo contre la table. Elle a expliqué qu'il ne pouvait pas faire cela. Le tribunal de la famille de cet État exige un délai d'attente obligatoire, et l'obtention d'un jugement par défaut prend plusieurs mois. Trevor ne voulait pas attendre aussi longtemps. Il voulait un contrôle immédiat et incontesté sur le patrimoine conjugal. Béatrice a sorti un document imprimé d'un dossier rouge et l'a fait glisser sur la surface en verre. Elle a révélé que Trevor avait emprunté une voie beaucoup plus rapide et beaucoup plus agressive. Il avait contacté un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille tôt ce matin. Il se préparait à demander au tribunal de me déclarer mentalement incapable. J'ai fixé le papier, assimilant le poids du terme juridique. Béatrice a détaillé la stratégie avec une précision clinique. Trevor prévoyait d'utiliser mon historique documenté de visite à la clinique de fertilité, les séances de thérapie associées auxquelles nous avions assisté et la récente arrestation pour construire un récit convaincant d'une grave dépression mentale. Il avait l'intention de me présenter à un juge comme un danger pour moi-même. Totalement incapable de gérer mes propres affaires financières et médicales. Si un juge accorde cette requête d'urgence, Trevor devient votre tuteur légal, a expliqué Béatrice d'une voix stable et professionnelle. Il obtient une autorité absolue sur vos décisions médicales, vos comptes bancaires et vos biens. Un divorce divise les choses en deux. Une tutelle lui donne tout. Sans se battre. Béatrice a de nouveau fouillé dans sa mallette. Grâce à un contact assistant juridique de confiance dans ce cabinet, elle avait réussi à obtenir des copies non autorisées des documents préliminaires que Trevor avait soumis pour examen. Elle a posé 3 pages devant moi. Les en-têtes indiquaient « procuration permanente et acte de renonciation ». Les documents autorisaient explicitement le transfert immédiat de notre résidence principale et de mes portefeuilles d'actions individuelles vers un trust unique géré entièrement par Trevor. Je me suis penché en avant pour lire les petits caractères détaillant les transferts d'actifs. Le jargon juridique décrivait un abandon complet de mon indépendance financière. Mes yeux sont tombés au bas de la dernière page. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Une signature trônait proprement sur la ligne d'autorisation. C'était mon nom. Elle reproduisait la boucle exacte du M. L'angle vif du Y et la légère inclinaison vers la droite que j'utilisais depuis le lycée. C'était une falsification absolument parfaite. Béatrice a observé mes mains suspendues au-dessus du papier. Ils ne l'ont pas encore notarié, a-t-elle noté. Il attend probablement de finaliser l'ordonnance d'incapacité pour rendre le transfert de propriété totalement inattaquable, mais les documents sont entièrement préparés et signés. J'ai tracé les traits d'encre bleue avec mon index. Trevor ne prévoyait pas seulement de me voler mon argent. Il prévoyait de voler mon identité légale. L'ampleur même de la préméditation m'a pétrifié. Il s'était entraîné à cette signature à plusieurs reprises. Il s'était assis à son bureau, perfectionnant les courbes spécifiques de mon nom, forgeant soigneusement mon consentement pendant que je dormais dans la pièce d'à côté. J'ai repoussé les papiers vers Béatrice. Béatrice a tapoté son doigt contre la pile de documents rédigés, les faisant glisser de côté pour faire de la place sur la table en verre. Nelson, un expert comptable judiciaire que Béatrice avait engagé pour cette urgence spécifique, s'est avancé. Il a déroulé une série de relevés bancaires surdimensionnés, en calant les coins avec des tasses à café. Nelson n'a pas salué poliment ni demandé la permission de commencer. Il a remonté ses lunettes à monture métallique sur le pont de son nez et a pointé un stylo argenté vers une dense colonne de chiffres surlignés s'étendant sur plusieurs pages. Il a expliqué sa méthodologie directement. Il a déclaré que les individus essayant de cacher des biens conjugaux s'appuyaient généralement sur le fractionnement. Il déplaçait de petites sommes d'argent sous le seuil de déclaration fédérale pour éviter de déclencher des audits bancaires automatiques. Nelson a tapoté son stylo sur le verre. Il a précisé que Trevor avait complètement contourné cette tactique d'amateur. Trevor avait utilisé ses compétences professionnelles pour exécuter une extraction extrêmement sophistiquée.
Nelson a suivi du stylo argenté une liste de virements sortants remontant à exactement 18 mois. Il a calculé le déficit total. Trevor avait systématiquement vidé 540 000 $ de nos économies jointes, de nos portefeuilles d'investissement partagés et de mes comptes de retraite individuels. J'ai examiné les lignes de compte. Nelson a détaillé les mécanismes spécifiques du vol. Trevor avait autorisé des paiements massifs déguisés en coûts opérationnels légitimes pour sa société de conseil financier indépendante. Il avait généré des dizaines de fausses factures pour des mises à jour de logiciels fantômes, des audits de sécurité des données et des honoraires d'avocats. Nelson a ensuite déplacé son stylo vers un registre séparé catégorisé exclusivement sous les frais médicaux personnels. J'ai lu les descriptions. Trevor avait détourné des dizaines de milliers de dollars en prétendant qu'il s'agissait de paiements pour des traitements de fertilité spécialisés hors réseau. Il avait fabriqué des codes de facturation et répertorié des cliniques où je n'avais jamais mis les pieds. Il avait monétisé mes problèmes médicaux, transformant ma souffrance physique en une faille comptable viable pour vider nos comptes. Le capital volé n'est pas resté dans ses comptes fournisseurs initiaux. Nelson a tourné la page suivante, révélant un organigramme complexe de numéros d'acheminement. Il a cartographié la trajectoire de l'argent. Trevor avait fait transiter les fonds par 3 banques régionales différentes situées dans d'autres États. L'argent se déplaçait rapidement, changeant de compte en quelques heures pour obscurcir la piste d'origine. Cependant, Nelson a suivi chaque centime jusqu'à une destination finale consolidée. Il a posé un document d'enregistrement d'entreprise certifié sur les relevés bancaires. Le document détaillait la création d'une société à responsabilité limitée opérant sous le nom d'Apex Holdings. Cette entité sert de société écran principale, a déclaré Nelson en ajustant ses lunettes. Elle ne produit aucun bien réel, n'offre aucun service vérifiable et ne gère aucune masse salariale. Elle existe uniquement pour recevoir et placer les actifs liquidés. Béatrice a croisé les bras et a ordonné à Nelson de révéler les dirigeants de la société. Nelson a tourné la 2e page du dépôt d'état. Il a pointé directement la ligne désignant la directrice générale et seule membre gérante. Je me suis penché sur la table, m'appuyant des mains contre le verre pour lire le texte imprimé. Le nom sur l'enregistrement était Nona. Un souvenir précis d'il y a exactement 14 mois a fait surface dans mon esprit avec une clarté absolue. Nous étions assises sur ma terrasse arrière pour célébrer son 30e anniversaire. Nona s'était levée, avait fait teinter sa flûte de champagne avec une fourchette et s'était vantée bruyamment de lancer une toute nouvelle start-up technologique. Elle affirmait avoir dégoté un investisseur providentiel anonyme très exclusif qui croyait en sa vision. Lorsque je l'avais interrogée sur le modèle économique, elle avait refusé de donner le nom de l'entreprise, invoquant un accord de confidentialité strict et juridiquement contraignant. J'avais souri, lui avait versé un autre verre et l'avait félicité. J'avais même acheté une mallette en cuir personnalisée la semaine suivante pour soutenir son parcours entrepreneurial. Apex Holdings n'a jamais été une start-up technologique. C'était un coffre-fort financier conçu pour thésauriser mon argent. Nona n'avait pas trouvé d'investisseur providentiel. Elle avait trouvé mon mari. J'ai de nouveau regardé le tableur. Les dates des virements les plus importants correspondaient parfaitement aux semaines où Nona avait acheté son véhicule de luxe et loué un loft haut de gamme en centre-ville. Elle avait financé tout son mode de vie somptueux en utilisant l'argent que Trevor avait extrait de mes fonds de retraite. Ils avaient construit cette architecture financière ensemble, étape par étape, juste devant moi. Ils avaient utilisé ma confiance pour financer leur stratégie de sortie. Je me suis reculé de la table. J'ai ramassé le document d'enregistrement de la société et je l'ai tendu à Béatrice. Je lui ai ordonné de préparer le gel des avoirs. L'ordinateur portable de Grant a démarré, se connectant directement au compte cloud familial partagé. Je me suis penché sur le clavier et j'ai tapé le mot de passe maître. Comme le service cloud était enregistré conjointement sous notre résidence principale et payé avec une carte de crédit partagée,
Grant a confirmé que l'extraction numérique était entièrement légale. Il n'avait pas besoin d'une assignation pour accéder aux données que je fournissais de mon plein gré. Grant a exécuté un protocole de synchronisation sécurisé. Une barre de progression est apparue à l'écran pendant que les fichiers se téléchargeaient dans un dossier chiffré sur son bureau. Il a ignoré les albums photos standards et les dossiers de documents. Il a ciblé les sauvegardes automatiques de l'appareil. Il a spécifiquement localisé les mémos vocaux synchronisés et les bases de données de mai archivées provenant directement du smartphone personnel de Trevor. Béatrice se tenait derrière Grant, suivant les horodatages des fichiers à l'écran. Elle a pointé son stylo vers un fichier audio enregistré peu après minuit. Grant a double-cliqué sur le fichier. L'enregistrement audio était bref. Il ne contenait aucun cri dramatique ni aucune confession émotionnelle. La voix de Trevor s'est échappée des haut-parleurs de l'ordinateur portable, sonnant tout à fait ordinaire. Comme s'il discutait d'un emploi du temps professionnel de routine. Tout avance plus vite que prévu, a déclaré Trevor calmement à l'autre bout du fil. La procuration sera faite demain. Prépare juste les numéros d'acheminement des transferts. Grant a fermé le lecteur audio et a ouvert les dossiers de mes archivés. Il a exécuté une recherche ciblée en isolant les messages envoyés entre Trevor et une adresse email secondaire en apparence anonyme. Grant a utilisé le logiciel de son agence pour tracer les journaux IP, confirmant officiellement que l'adresse secondaire appartenait à Nona. Il a trié les messages par ordre chronologique en commençant par les données les plus anciennes disponibles. Il a fait défiler les récents détails logistiques concernant Apex Holdings. Il a arrêté de faire défiler lorsque la chronologie a atteint un fil de discussion datant d'il y a plus de 6 ans. Grant a ajusté la résolution de l'écran pour clarifier le texte. J'ai approché une chaise de l'écran et j'ai lu les dates spécifiques. L'horodatage du premier email était antérieur à notre anniversaire de mariage. Il précédait ma première consultation avec le spécialiste de la fertilité de 2 années entières. J'ai lu les échanges ligne par ligne. Trevor et Nona discutaient de week-ends spécifiques qu'ils avaient passés ensemble pendant que j'assistais à des conférences d'entreprises hors de l'État. Ils discutaient de stratégies financières à long terme et du marché immobilier. L'ampleur profonde de la tromperie s'est cristallisée dans mon esprit. Mon infertilité n'a jamais été le catalyseur de sa trahison. Mes difficultés médicales n'étaient qu'une excuse pratique transformée en arme. Trevor et Nona avaient établi leur partenariat bien avant que je ne reçoive un diagnostic médical. Lorsque les médecins m'ont dit que je ne pourrais pas concevoir facilement, Trevor n'a pas cherché de réconfort auprès d'une autre femme par chagrin. Il y a vu une opportunité structurelle. Il a activement utilisé ma vulnérabilité physique pour fabriquer un récit continu d'instabilité mentale. Il assistait à ces séances de thérapie pour créer un historique médical documenté, créant l'écran de fumée juridique parfait pour vider systématiquement nos actifs au cours des années suivantes. Il a manipulé ma santé pour justifier son extraction financière. Je me suis reculé du moniteur. La dernière pièce de l'architecture s'est mise en place. Je n'ai ressenti aucune envie de pleurer ou de crier. La vérité a complètement coupé tout attachement émotionnel persistant que j'avais pour l'un ou l'autre. Je me suis tourné vers Béatrice. J'ai fait un signe de tête, lui donnant l'autorisation silencieuse de continuer. Béatrice n'a pas demandé si j'avais besoin d'un moment pour digérer la trahison. Elle s'est assise à l'autre bout de la table en verre, a ouvert son propre ordinateur portable et s'est connectée au portail sécurisé du tribunal du comté. Elle a rédigé les clauses finales de l'injonction d'urgence. Elle a travaillé rapidement en formatant le document pour répondre aux exigences de preuve strictes du système judiciaire fédéral. Elle a systématiquement joint les résumés de comptabilité judiciaire de Nelson détaillant le flux exact des fonds extraits. Elle a ajouté l'analyse de la signature falsifiée concernant les transferts de propriété. Enfin, elle a joint les transcriptions numériques nouvellement extraites et le fichier audio prouvant l'intention préméditée de prendre le contrôle du patrimoine. Elle a préparé l'ensemble du dossier pour un examen judiciaire accéléré.
Elle a vérifié le numéro de dossier, puis a appuyé sur une touche, soumettant l'injonction complète directement au juge président. Le mécanisme juridique s'est engagé immédiatement. Le dépôt demandait officiellement un gel immédiat et complet de chaque compte bancaire, numéro d'acheminement et titre de propriété lié à Apex Holdings. Béatrice a fermé son ordinateur portable et a posé ses mains à plat sur la table. Le piège était tendu. L'étude notariale neutre du centre-ville était inondée de lumière du soleil à 10 heures du matin. Trevor était assis à la table en acajou ciré, un stylo argenté à la main. Nona était assise directement à côté de lui. Un notaire indépendant était assis en face d'eux, organisant un lourd appareil à tamponner. Trevor et Nona ont remis leur permis de conduire. Ils examinaient une épaisse pile de documents juridiques finalisés, se préparant à notarier la procuration permanente. Ils agissaient en partant du principe que je restais enfermé dans un centre de détention fédéral. Ils se déplaçaient avec une efficacité détendue et coordonnée. La lourde porte en verre de la salle de réunion s'est ouverte. Les charnières métalliques ont claqué sèchement, interrompant le doux froissement des papiers. Je suis entré dans la pièce, suivi immédiatement par Béatrice. Je portais un costume noir sur mesure. Je me suis avancé de l'autre côté de la table et je suis resté parfaitement immobile. Le notaire s'est arrêté, tenant le permis de Trevor. Trevor a lâché son stylo argenté. Il a cliqueté contre la surface en acajou. Il m'a fixé. Sa bouche s'est ouverte, mais ses cordes vocales n'ont produit aucun son. Nona s'est figée sur sa chaise. Ses yeux allaient frénétiquement de mon visage à la porte fermée derrière Béatrice. La confiance fabriquée s'est évaporée de leurs expressions en quelques secondes. Ils ont compris que le récit avait fondamentalement changé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé d'explication. J'ai fouillé dans ma serviette en cuir. J'en ai extrait une photo brillante haute résolution. Je l'ai faite glisser sur la table jusqu'à ce qu'elle s'arrête directement devant Trevor. L'image imprimée capturait la milliseconde exacte où sa main introduisait les stupéfiants illégaux dans mon sac à main au comptoir d'enregistrement de l'aéroport. Trevor a fixé la photo. La couleur a disparu de son visage. Il a difficilement dégluti. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement à mesure que sa respiration s'accélérait. Il a agrippé le bord de la table. Il a regardé Béatrice, puis m'a regardé à nouveau, tentant de formuler une excuse plausible. Il a ouvert la bouche pour parler, mais la preuve visuelle a neutralisé tout mensonge possible. Il a réalisé que je possédais la séquence de surveillance. Il a compris que l'arrestation fédérale était une manœuvre mise en scène. Béatrice s'est avancée, prenant le contrôle de l'exécution de la procédure. Elle a conservé un ton strictly clinique. Elle a posé un document distinct directement sur la photo. C'était le projet préliminaire de la procuration. Béatrice a tapoté de son index directement sur la ligne de signature en bas de la page. C'est une signature fabriquée, a déclaré Béatrice calmement. Vous avez soumis un document frauduleux à une entité juridique dans l'intention de détourner un patrimoine conjugal. Falsifier une signature pour obtenir une tutelle constitue une fraude criminelle au regard des lois d'État et fédérales. Nona a bougé sur sa chaise en cuir. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a retiré ses bras de la table et les a croisés fermement sur sa poitrine, se recroquevillant. Elle a regardé Trevor en silence, lui suppliant du regard de régler la situation. Trevor est resté silencieux, fixant d'un air absent l'encre falsifiée. Béatrice n'a pas fait de pause. Elle a exécuté la troisième phase de la confrontation. Elle a sorti un dossier à spirale et l'a déposé sur la table avec un bruit lourd. Il contenait le rapport complet de comptabilité judiciaire. Elle a placé un unique document tamponné par le tribunal au-dessus de la ventilation financière. Le sceau rouge du juge fédéral ressortait sur le papier blanc. C'est une injonction fédérale, a annoncé Béatrice. Elle a été signée et exécutée à 8 heures ce matin. Elle autorise un gel immédiat et indéfini de tous les actifs, numéros d'acheminement et comptes bancaires associés à Apex Holdings. Vous n'avez actuellement plus aucun accès aux $540 000 volés.
La structure s'est complètement effondrée. Trevor s'est effondré sur sa chaise. Sa posture agressive s'est dissoute dans une défaite totale. Nona a poussé un soupir saccadé et aigu. Ses mains tremblaient violemment. Elle a réalisé que son véhicule de luxe, son loft en centre-ville et toute sa start-up fabriquée étaient complètement bloqués. Ils ont compris toute l'étendue du piège. Ils étaient entrés dans ce bureau de notaire en s'attendant à signer pour accéder à une richesse absolue. Au lieu de cela, ils étaient coincés, à fixer la preuve documentée de leur crime financier. Le silence dans la pièce s'est prolongé. Le notaire a rassemblé silencieusement son registre et s'est éloigné de la table. J'ai regardé les deux personnes qui avaient orchestré ma destruction. J'ai posé mes mains à plat sur la table. J'ai regardé Trevor directement dans les yeux, puis j'ai déplacé mon regard vers Nona. Je vous faisais confiance à tous les deux, ai-je dit calmement. Tout est fini. Le silence dans la salle de réunion a volé en éclats lorsque Trevor a repoussé violemment sa chaise. Pour se lever. Le lourd pied en bois a grincé fort contre le sol ciré. Il a pointé un doigt tremblant directement vers Nona. C'est sa faute, a déclaré Trevor, sa voix montant sous la panique. Apex Holdings est enregistré entièrement à son nom. Elle a orchestré la structure d'entreprise. Elle a géré les transferts financiers. J'ai seulement suivi ses conseils professionnels. Nona a bondi sur ses pieds. Elle a attrapé son sac à main en cuir comme si elle se préparait à fuir. Puis l'a fait claquer sur la table en acajou. Espèce de lâche menteur, a-t-elle répliqué en faisant un pas vers lui. Tu as falsifié les signatures légales sur les actes de renonciation. Tu as acheté ce paquet. Illégal. Tu l'as planté dans son sac à l'aéroport pour la débarrasser du chemin. Je n'avais rien à voir avec le piège physique. C'était ton plan. Ils se sont retournés l'un contre l'autre instantanément. La façade de leur partenariat romantique a volé en éclats sous la menace immédiate d'une inculpation fédérale. Ils ne se sont pas disputés sur l'amour, la loyauté ou la trahison. Ils se sont disputés strictement sur la responsabilité juridique et les peines de prison. Trevor essayait activement de faire porter les accusations de fraude sur sa maîtresse. Nona essayait d'imposer agressivement les accusations de distribution de stupéfiants à son partenaire. La porte de la salle de réunion s'est ouverte plus grand. Grant est entré. Suivi de deux agents de police de la ville en uniforme portant du matériel tactique. Grant tenait une chemise en carton contenant des documents officiels du tribunal. Il ne m'a pas regardé, ni Béatrice. Il s'est concentré entièrement sur les deux suspects debout près de la table. Trevor et Nona, a dit Grant, projetant son autorité de représentant de la loi à travers la pièce. J'ai des mandats d'arrêt actifs pour vous deux. Les accusations incluent le complot en vue de commettre une fraude électronique, le vol d'identité aggravé et la falsification. Les agents en uniforme ont avancé immédiatement. L'officier principal a ordonné à Trevor de mettre ses mains dans le dos. Trevor a résisté une brève seconde, sa poitrine se soulevant. Balayant la pièce du regard pour trouver une sortie. L'officier lui a saisi les bras, l'a fait pivoter et lui a attaché les poignets. Le cliquetis métallique des menottes a résonné fort dans la pièce. Cela semblait totalement différent des menottes mises en scène que je portais à l'aéroport. Ce son représentait de vraies conséquences permanentes. Le deuxième officier s'est approché de Nona. Elle a eu un recul physique, plaquant son dos contre la paroi en verre du bureau. Elle a regardé frénétiquement autour de la pièce alors que l'officier tendait les bras vers elle. Ses yeux rivés sur les miens. La posture agressive et défensive a disparu. Elle ressemblait exactement à la petite sœur terrifiée qui cassait des objets dans notre maison d'enfance et me suppliait de prendre la faute. Mallory, s'il te plaît, a chuchoté Nona, la voix tremblant de manière incontrôlable. S'il te plaît. Dis-leur d'arrêter. Je suis ta sœur. Tu ne peux pas les laisser m'emmener menotter. Nous partageons le même sang. S'il te plaît. Je me suis levé de la table. J'ai ramassé ma serviette en cuir et je l'ai glissée sous mon bras. J'ai regardé Trevor,
qui refusait de croiser mon regard, les yeux fixés sur ses poignets attachés. J'ai regardé Nona, observant les larmes gâcher son maquillage soigneusement appliqué. J'ai cherché dans mon esprit une quelconque affection résiduelle. Je n'ai absolument rien trouvé. Pas de colère, pas de peine, juste un vide profond et clarifiant. Je me pardonne d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, ai-je dit calmement, en soutenant son regard. Mais je ne vous ferai plus jamais confiance, ni à l'un ni à l'autre. Je leur ai tourné le dos. Je suis sorti de la salle de réunion. Je ne me suis pas retourné lorsque Nona a commencé à sangloter bruyamment, suppliant les policiers de lui passer un coup de téléphone. Je ne m'arrêtais pas de marcher quand l'officier principal commença à lire ses droits Miranda. Trevor. J'ai arpenté le couloir moquetté. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Les portes d'acier ont glissé et je suis entré, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce matin dans le bureau du notaire. La procédure judiciaire a avancé rapidement une fois que Béatrice a soumis les preuves irréfutables au tribunal de la famille. Le juge a finalisé le divorce et a annulé définitivement la procuration falsifiée. J'ai conservé la pleine propriété de ma maison, de mes fonds de retraite et de mes comptes financiers indépendants. Trevor et Nona restent en détention fédérale, dans l'attente de leur procès. Ils témoignent activement l'un contre l'autre pour réduire leurs peines respectives. J'ai créé un nouveau cabinet de conseil en design la semaine dernière. J'ai signé le bail commercial en utilisant uniquement mon nom. Je suis assise à mon nouveau bureau aujourd'hui, examinant les contrats des clients. Parfaitement sereine dans mon indépendance.